Comme je l'ai dit plus tôt, vous allez voir que je n'ai pas tout retranscrit du bouquin, fort heureusement. Du coup, vous pourrez également vous rendre compte que certains discours que je cite pour valider une hypothèse pourraient tout à fait valider une autre hypothèse plus loin. Je vais donc éviter les répétitions, mais sachez qu'elles existent et que de nombreux liens parcourent les différentes hypothèses. Quand on lit cette biographie, il n'est pas dit explicitement que l'adulte le débecte ou quelque chose de cet acabit, mais il est plus qu'évident qu'il estime avant tout les valeurs et caractéristiques infantiles. Les gens n'aiment pas qu'un film reste ouvert à l'interprétation, alors que j'adore ça. L'adulte fonctionne davantage avec sa raison et son objectivité, cela rebute Burton au plus haut point. Dans cet ouvrage, il relate très souvent à quel point il utilise ses émotions, ses impressions, sa subjectivité et ses souvenirs d'enfance pour se forger une idée ou tendre vers un objectif. Il fait de nombreux allers-retours avec sa vie infantile pour éclairer sa vie d'adulte, au lieu de vouloir l'oublier comme semblent le faire les adultes autour de lui. Burton tente de garder ses principes fondamentaux, et il perçoit bien qu'autour de lui, les autres n'en font pas autant. Je m'efforce d'être fidèle à mes principes et de ne faire que ce dont je suis capable. J'essaie donc de conserver cette intégrité. Il a été très déçu par les enseignants, les dirigeants de Disney, les têtes pensantes de chez Warner et autres maisons de production. Ce qu'il ne souhaite pas non plus accepter de l'adulte, c'est son clivage. Burton accepte l'ambivalence de chacun, les gentils de ses films ont des parts sombres et les méchants ou monstres ont toujours une complexité supplémentaire qui les adoucissent. Toute la biographie rend compte de ce positionnement, du moins dans les films. Oui, dans les films, car on sent que Burton casse sans cesse le clivage bon-mauvais pour ses personnages. Mais force est de constater que pour ce qui concerne son positionnement personnel, il ne parvient pas encore à accepter cette ambivalence relative à la nature humaine avec les personnes qui le rencontrent dans les maisons de production notamment. C'est l'acceptation de l'altérité qui est encore quelque peu mise à mal. Je préfère de beaucoup travailler avec des gens qui partagent mes enthousiasmes, dit-il encore. Mais tout le monde n'a pas la chance de rester en lien avec l'enfant qui est en lui. Cette scène est très simple, si elle me serre autant la gorge, c'est parce qu'elle parle de tolérance inconditionnelle, chose qu'on croise rarement dans l'existence. Les gens t'acceptent rarement tel que tu es. En revanche, lorsque ça arrive, c'est formidable. Ici par contre, Burton n'est clément ni avec les adultes ni avec les enfants. Il rappelle également que parfois certains enfants peuvent être pires que les adultes. Plus loin, il fait état que hormis les enfants et les adultes qui hébergent encore un grand enfant en eux, les gens ne peuvent pas capter l'essence des ouvrages de Roald Dahl et des contes des frères Grimm par exemple. Dans Charlie et la chocolaterie, on peut même voir comment Willy Wonka passe petit à petit d'un adulte excentrique et autocentré à quelqu'un à nouveau créatif et empathique. Ça se fait au rythme des retours du refoulé que lui impose Charlie tout au long du film. Cette hypothèse est donc majoritairement validée dans le discours même de Burton, même s'il ne va pas jusqu'à idéaliser l'enfant à tout prix. Burton trouve beaucoup de figures paternelles idéalisées pour ses personnages. Ed Wood, par exemple, voue un culte à Bela Lugosi, alors que Burton lui-même ne cache pas son idéal qu'il place depuis toujours en la personne de Vincent Price, acteur qu'il mettra d'ailleurs comme narrateur de son court-métrage Vincent et comme créateur particulièrement charmant d'Édouard aux mains d'argent. Il le met clairement en place de père idéal. Il dit, page 116, « Son personnage reflète mes sentiments à son égard, la manière dont il a été mon mentor à travers les films dans lesquels il a joué. » Burton a pour Price l'image d'un créateur de bon goût. Il est particulièrement idéalisé dans ce qu'il aurait été en tant qu'éducateur si ce n'est de père. C'est comme s'il avait contribué à créer Tim Burton à défaut d'avoir fait naître Timothy Walter Burton. Tout au long des entretiens, nous voyons à quel point il est honnête et très clair sur le fait de ne pas avoir pu entretenir de relation avec son père. Il en éprouve des regrets, mais c'est un état de fait objectif. Bien qu'il n'ait jamais été très proche de ses parents, leur disparition l'a beaucoup affecté. Mon père venait de mourir, et bien que je n'ai jamais été très proche de lui, je l'ai très mal vécu. J'avais beaucoup de mal à en parler, mais quand ce scénario est arrivé, il me permettait de creuser les questions sans avoir besoin d'entamer une psychanalyse. J'ai donc adoré que les scénarios mettent des images sur ce que j'étais incapable d'exprimer. Il existe dans le livre des éléments qui vont à l'encontre de l'hypothèse selon laquelle il n'aurait pas de problème relationnel avec sa mère. C'est qu'il les met vraiment dans le même panier. J'ignore si le fait que je ne me sois pas bien entendu avec mes parents repose sur de vraies raisons. Ils n'avaient pas voulu financer mes études, mais je ne leur en ai jamais vraiment voulu. Petite parenthèse. Un peu plus bas, Tim Burton rend compte de ce qu'il perçoit lui-même comme relevant de manifestations oedipiennes. Il dit avoir compris que quel que soit votre âge, le rapport se situe toujours entre parents et enfants, pas entre êtres humains. Sigmund Freud serait fier de toi. Voilà, fin de la parenthèse, mais ça valait le coup de le dire. On peut donc avoir 45 ans et se sentir impuissant, déconnecté vis-à-vis d'eux.
L'auteur nous rappelle que par rapport à Big Fish, Tim Burton s'identifie au personnage de Will dans ses efforts pour colmater sa relation avec son père condamné par la maladie. Dans Charlie et la chocolaterie, il paraît que les réunions de travail tournaient autour du fait que Willy Wonka devait être le père idéal, ce à quoi Burton s'opposa farouchement. À la fois, il part sans cesse à des rapports conflictuels avec son père. Tout le livre en est fourni. Les seules fois où il parle de sa mère, c'est pour la joindre aux difficiles relations parentales, jamais dans quelque chose de ciblé. Dans ce sens, je ne peux pas valider qu'il n'avait pas de problème relationnel avec sa mère comme énoncé dans mon hypothèse, mais force est de constater que dans sa biographie comme dans sa filmographie, la figure maternelle bénéficie d'un traitement de faveur. J'y vois là des manifestations inconscientes bien entendu. Mais je vais m'arrêter là, sinon on va encore me reprocher mes projections psychanalytiques de comptoir. Ça se manifeste d'abord chez Disney, où il rencontre deux personnes qui le soutiennent dans son art et qui lui permettent de produire Vincent. Ils reconnaissent en lui un talent unique qui mérite d'être soutenu. Il exprime à quel point ça a été important d'enfin rencontrer des personnes qui croyaient en lui. Ces personnes ressources ne sont pas toujours de vraies rencontres. Dans son enfance, Vincent Price, Edgar Allan Poe et dans un autre registre, les films d'horreur, lui permettent de comprendre ses émotions et de lui fournir des figures idéalisées. En s'identifiant à Ed Wood, Tim Burton trouve aussi une force dans ses perpétuels affrontements avec les maisons de production hollywoodiennes. Ed Wood est un marginal, un incompris, un paria. Cette forme de négation de la réalité, c'est précisément ce que j'aime chez Ed Wood. C'est ce qui me permet de m'identifier à lui. C'est une force très puissante. On peut à nouveau comprendre le lien particulier qu'entretenait Burton avec Vincent Price et le lien Ed Wood-Bela Lugosi. J'ai assimilé le lien d'amitié qui les unissait à celui qui me liait à Vincent Price, avec tous les sentiments qui y sont associés. Si j'admire Ed Wood, c'est parce que c'est un créateur. Ce qui compte à mes yeux, c'est qu'il crée alors que les autres ne créent pas. Il prend des risques. Dans Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka est un héros, je cite, presque antisocial qui a du mal à communiquer et à se lier, un peu hors du coup, qui habite dans sa propre tête, enraciné dans ses problèmes familiaux précoces. Sans déconner. En plus de vraiment retrouver très facilement la figure de l'alter ego en Willy Wonka, on voit bien dans ce film que Charlie est le tuteur de résilience de Wonka. Il le renvoie à plusieurs reprises vers des contenus refoulés, il le comprend et il fait sortir ce qu'il y a de mieux en lui. Le fait est que nous devons accepter qu'il y a projection pour Burton dans ses personnages principaux. Il le dit lui-même, je me suis fait la même réflexion, ça se produit chaque fois que j'essaie de m'approprier un projet. Et chaque fois, même si ça se retrouve très fréquemment dans les trames narratives, il y a un personnage qui va aider au développement de soi. Parlant de ces acteurs, il dit qu'il y a une sorte de lumière en eux. Ils projettent quelque chose qui dépasse le cadre même de leur personnage. Cette hypothèse est donc validée sous bien des aspects. La plupart de ces monstres étaient souvent incompris et avaient généralement plus de cœur et d'âme que les autres humains. J'avais très peu de contact avec les autres, je ne savais pas communiquer. Je vais ici inscrire ce qui relève de l'inversion des couleurs dans le monde de Tim Burton. Il apparaît que c'est bel et bien une volonté de sa part que ce soit ce qui représente les ténèbres, la mort, qui sont colorés et pleins de lumière. Il dit vouloir se moquer de la mort et retranscrire le fait que les quartiers américains traditionnels lui paraissent plus morts et vides que ce qui est du côté de l'authenticité des monstres et de leurs sentiments plus purs. Il explique comment est-ce qu'il a toujours dû s'intégrer dans le système, mais ne sait toujours pas à ce jour comment il a pu faire. Il dira par exemple « Je m'y sens comme un étranger, et je vois bien au regard inquiet que je suscite que mes interlocuteurs sont au moins d'accord sur ce point. » Il est très souvent démontré dans sa biographie que Burton s'identifie à ses personnages principaux. Par la symbolique, il fait porter à Édouard aux mains d'argent son propre sentiment à ce sujet. Il représentait un personnage qui veut toucher ce qui l'entoure, mais ne peut le faire, et dont le désir créateur est en même temps un désir destructeur. Une ambivalence qui a fait surface au moment de mon adolescence et qui est tout particulièrement liée à cette période de la vie. Je me trouvais comme tant d'autres dans l'impossibilité d'exprimer les sentiments que j'éprouvais. Tout comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, dont il dit qu'il veut faire le bien, mais sa passion finit par être incomprise et il effraie tout le monde au bout du compte. Chaque fois qu'on commence à me dire qu'un film est trop sombre, je me rebiffe parce que ma perception de ce qui est sombre n'est pas la même que la leur. Le cas de Sleepy Hollow par Ichabod Crane est donc très intéressant puisqu'il est pour une fois le personnage a priori le plus en phase avec ce qui devrait être la réalité puisqu'il utilise la méthode scientifique pour se représenter la réalité. L'ironie de Tim Burton consiste ici à faire en sorte que son personnage soit ici rejeté premièrement par sa propre profession et deuxièmement par les habitants du village. Quelle que soit la stratégie, l'incompréhension de l'autre est au rendez-vous.
L'idée de montrer un monde des vivants beaucoup plus mort que celui des morts et de juxtaposer les sentiments que ça m'inspire m'est venue très tôt. Ça remonte à mon enfance en fait. Je me souviens d'avoir éprouvé dès cette époque le sentiment que ce que les gens considèrent normal ne l'est pas, et que ce qu'on appelle anormal ne l'est pas davantage. Cette hypothèse était facile, même sans être psy, à valider. C'est tout d'abord face à ces dessins que Tim Burton se sent muselé. Il dit « En maternelle, tu ne fais que ça toute la journée, c'est génial, et tous les dessins se ressemblent. Pas un n'est meilleur que l'autre. Et puis peu à peu, la société te lamine. Au lieu de t'encourager, de te laisser dessiner à ta manière, comme lorsque tu étais enfant, on t'oblige à appliquer les règles. » Cette censure sociale insidieuse, il la retrouve tout au long de son parcours artistique. On te met très facilement dans des cases, surtout à Hollywood. Sans compter que ce que vous êtes censé être ne vous appartient plus, et que ceux qui trinquent le plus sont les gens réservés et différents. Et ça, c'est triste et frustrant. Il ajoute plus loin, il fallait ou bien se fondre dans la masse et renoncer à une grande part de soi-même, ou bien posséder une vie intérieure et donc se couper des autres. Burton nous parle de son rapport à la liberté et de comment il conçoit le fait que cette liberté a un prix. La démence, et c'est assez terrifiant, est la forme la plus absolue de la liberté, parce que tu n'es plus tenu de respecter les codes sociaux. Cette phrase, pour quelqu'un qui a très longtemps été considéré comme un marginal, fait état de la difficulté à un moment donné de savoir de quel côté de la barrière se situer. Quand on souffre toute son enfance de devoir entrer dans un moule que l'on exècre, il peut être tentant d'aller vers une facilité qui promet à ses yeux la liberté. Dans un passage concernant le tournage de Big Fish, Tim Burton prend la défense de la communauté noire face à quelqu'un qui semble tenir un propos frôlant le racisme. Cet acte, dans le ton qu'il donne à son propos, est aussi à entendre comme une réaction à un fonctionnement sociétal qui l'énerve. Il nous dit également que Burbank, sa ville natale, possédait une rigidité sociale, une façon de cataloguer les gens et de les enfermer dans des cadres. Tout cela vient donc contribuer à la validation de cette hypothèse. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait que Tim Burton dise écouter du punk est à mettre dans ce qui vient selon moi confirmer cette hypothèse. Mais le fait est que je me base sur ma propre expérience transférentielle pour savoir que souvent le punk a un effet antidépresseur. Pour ma part en tout cas. Je m'appuie également ici sur ce qu'il dit partager avec ses différents personnages auxquels il s'identifie. En aucun cas, Burton ne dit que ces personnages respirent la joie de vivre. Pensez à Vincent, Edward, Ichabod, Will, Charlie, Victor. Dans le chapitre sur Sweeney Todd, Burton avoue être proche de ce personnage, notamment parce qu'il est renfermé dans sa propre tête, dans son monde à lui, pour le meilleur et pour le pire, et le plus souvent pour le pire d'ailleurs. Or Sweeney Todd a perdu sa femme, Willy Wonka perd sa créativité, les Victor de Frankenweenie et des Noces Funèbres ont perdu leur chien, le cavalier perd sa tête et Edward ses mains. Tous n'auront pas la même réponse agressive face à cette perte, mais en parlant de la mort de Jim dans Edward en main d'argent, Burton explique ceci. Je pense que j'ai dû satisfaire là un fantasme de vengeance qui remontait à la fac ou au lycée. Je crois que ça m'a fait du bien. À la lumière de ce matériel clinique, je ne peux pas vraiment valider cette hypothèse. Nous manquons d'éléments objectifs. La seule chose qui est valable est qu'il y a une angoisse de perte d'objet. Pour la réponse affective et comportementale, c'est insuffisant. Il nous parle aussi à de nombreuses reprises de ses acteurs fétiches, mais aussi de ses équipes de tournage avec lesquelles il aime se retrouver, car ils le comprennent et captent sa sensibilité. Il fait état de sa réelle admiration pour les acteurs qu'il choisit. Il faut en outre que cette alchimie se produise dans les deux sens. Dès qu'il a l'occasion de parler des acteurs et équipes artistiques qui l'entourent, on sent cette admiration et ce besoin de réciprocité. Lorsque tu as travaillé avec quelqu'un plusieurs fois, un sentiment de confiance s'instaure. C'est d'autant plus formidable que tu n'as plus du tout à exprimer par des mots. Cela lui permet donc de dépasser son problème de communication. Ils, les acteurs, doivent éprouver à mon égard la même chose que j'éprouve pour eux. S'ils ne m'aiment pas, s'ils ne s'intéressent pas à moi, alors je ne peux pas travailler avec eux. Il a gardé un rapport à l'autre très infantile, qui se base avant tout sur l'émotionnel. Des raisons extérieures ne suffisent pas à vouloir le faire travailler avec qui que ce soit. C'est le lien, la relation possible avec l'autre qui compte davantage. Je dois trouver un lien, qu'il soit affectif, symbolique ou intime. Comme un enfant qui ne peut travailler dans la matière d'un professeur qu'il n'aime pas, Tim Burton insiste beaucoup sur son besoin d'être dans un lien affectif privilégié pour établir une communication et surtout s'investir dans un travail avec autrui. Il est vraiment très important que je m'entende bien avec les directeurs artistiques avec lesquels je travaille. Je dois pouvoir les considérer comme des amis. Je valide cette hypothèse en insistant sur le fait que ça doit beaucoup jouer avec les tuteurs de résilience pour dépasser ces difficultés de communication. Avant ça, il était perdu. J'avais des problèmes d'ordre émotionnel à ce stade de ma vie. Je ne savais pas qui j'étais.
Heureusement qu'il ne faut pas attendre d'être réalisateur de films pour que des œuvres aient une valeur positive sur nos vies. Dans cette veine, Burton nous indique que Vincent Price et Edgar Allan Poe, les films de monstres, toutes ces choses m'interpellaient. Tu vois une personne affronter des angoisses, des supplices, des choses auxquelles tu t'identifies, et ça agit comme une thérapie, une libération. Ça tisse des liens. Mais une fois qu'il réalise ses propres films et histoires, la figure de l'alter ego est là pour lui faire dépasser ce qui lui a été personnellement impossible ou difficile à dépasser. Quoi que je fasse, je dois trouver des compensations, je dois m'y retrouver à un certain degré. Je m'investis tellement dans un projet que je dois nécessairement m'identifier intensément à quelque chose. Au fil des œuvres, il se connaît de mieux en mieux, rencontre de plus en plus de personnes en qui il a confiance et qui croient en lui. Donc il comprend de mieux en mieux le monde qui l'entoure. Burton dit à plusieurs reprises qu'il était un ado qui ne pouvait communiquer. Quand ça, il est proche d'Edward. Il faisait également des films en Super 8, comme le héros de Frankenweenie. Les codes couleurs et sujets visuels répétitifs ont aussi cette valeur de retranscrire sa propre vision du monde dans ses imaginaires. Le fait est que ces visuels qui se répètent sont toujours des retranscriptions symboliques de ce qu'il ressentait enfant à l'égard de son environnement. Il le dit et le répète à plusieurs reprises. Ces images sont en moi depuis longtemps et prennent vie souvent plus tard. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs. Ça montre comment fonctionne le subconscient. Par ses œuvres, il cherche à résoudre ses propres conflits, à les analyser avec des points de vue différents, peut-être même qu'il attend de ses acteurs ou équipes qu'ils puissent les résoudre. Je trouve d'ailleurs très intéressant le fait qu'ils disent clairement que si Batman avait suivi une psychothérapie, il n'aurait pas besoin de se transformer en chauve-souris. Il n'en a pas suivi, c'est donc sa thérapie. Il peut alors faire une projection. Batman est un personnage auquel je peux m'identifier car j'ai tout comme lui deux facettes, un côté clair et un côté obscur, et je suis incapable de résoudre ce conflit. Le discours abonde dans le sens de cette hypothèse, beaucoup de matériel vient la confirmer. Je préfère la métaphore, l'abstraction, le symbolisme de manière générale. J'attends qu'une œuvre me touche par le biais de l'inconscient plutôt que par celui de l'intellect. Jack, un de ces Don Quichotte éperdument en quête d'un sentiment dont il ne connaît même pas la nature. Cette réalité a beau varier selon les générations, les films ont un impact thérapeutique. La création est forcément cathartique. Je n'ai jamais pu parler de mes rapports avec mon père à un psychanalyste. J'ai suivi une thérapie, mais sans jamais évoquer mes parents. Je vous le fais encore en résumé, mais dans le chapitre concernant Big Fish, Burton dit réaliser à la fin du film être complètement bouleversé, que ça lui échappe, que la surprise vient de là où il ne le pensait pas. Il dit d'ailleurs n'avoir montré à personne l'impact que cela avait eu sur lui, mais souhaiterait que ça ait le même effet sur autrui. Je ne peux enfin pas valider mon hypothèse davantage car lorsque on lit ceci, je crois que toutes les entreprises artistiques sont une manière de résoudre des problèmes, une espèce de thérapie, un fantasme de réconciliation. En tout cas, moi j'ai choisi de les résoudre par ce biais. Je peux faire ce que je veux là, mais la connotation avec la psychanalyse n'est pas seulement une projection de mon fait. Parlant de la fin de Charlie et la chocolaterie, il va encore plus loin en disant quelque chose que je trouve très beau, et que ce soit dans la forme ou dans le fond. Nous avons quand même trouvé une sorte de conclusion, dans le sens où rien n'est jamais vraiment résolu, et où chacun abrite ses propres strates de conflits apaisés. Rien de particulier dans la biographie ne vient valider cette hypothèse, mais je relève malgré tout une chose. Lorsque j'ai formulé cette hypothèse, j'ai dit que la symbolique de l'animal de compagnie va plus loin. Et il dit cette phrase. J'ignore pourquoi, mais un lien a toujours existé entre moi et les chiens. Je considère en fait Édouard aux mains d'argent comme l'exemple même de ce que devrait être un bon chien. Attention, ce n'est en aucun cas une validation de mon hypothèse, mais je continue à penser à une autre symbolique derrière la mort des chiens et les enfants qui communiquent régulièrement avec la mort. Une dernière chose concernant ce point, et après j'arrête, veuillez noter qu'il n'y a jamais de fratrie dans les films de Tim Burton, à l'exception de Dark Shadows. Quoi qu'il en soit donc, la symbolique créatrice et émotionnelle m'amène à cette hypothèse, mais elle n'est pas validée par le discours autobiographique. Je ne peux donc pas continuer à le prendre en compte. Comme nous l'avons vu, Tim Burton a trouvé diverses façons d'accéder à son propre désir. Rester fidèle à ses valeurs infantiles, garder sa liberté créatrice malgré les pressions de son environnement, s'entourer uniquement de personnes qui lui ressemblent et le comprennent, faire appel à des tuteurs de résilience, et surtout opter pour des productions artistiques qui auront des conséquences thérapeutiques. Tout cela semble avoir porté ses fruits. Alors, est-ce que Tim Burton devrait suivre une thérapie ? Bien sûr que non. Il serait dommage que ce sujet a réussi à créer en fantasmant le monde, en sublimant ses pulsions, en faisant de son questionnement intime quelque chose au service de la communauté soit modifié. Jusqu'à preuve du contraire, il ne souffre pas suffisamment de ce rapport au monde et il n'en fait pas souffrir ses proches non plus. Bien au contraire. Donc, on ne touche à rien.
Le cinéma, qu'il en soit spectateur ou réalisateur, agit pour lui comme une thérapie. Le dessin, la représentation filmique, etc. sont ces formes de symbolisation. Elles lui permettent de se représenter le monde, de le comprendre, de s'y positionner. Il ne faut surtout pas enlever ça. Voilà, ce Dans la tête de Tim Burton est maintenant terminé. Faites-moi savoir dans les commentaires si cet exercice vous a plu et si vous souhaitez que je réitère. C'était pas facile. Une fois n'est pas coutume, mais là j'ai vraiment envie de vous dire que s'il vous a plu, mettez un pouce en l'air et partagez-le. Merci. C'est de loin, depuis la création de la chaîne, la vidéo où je me suis le plus investi et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je vous fais des bises, merci de votre patience et n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Attention, les serpents de sable. Vous détestez ça, hein? Moi aussi je les déteste. Déconnez pas quoi, il faut absolument qu'on fasse du business ensemble.